Du coup, on parle BD, c'est votre spécialité, Mathieu. On démarre avec Tintin en Amérique. C'est un très très bel objet, dites donc. Oui, exactement. Alors vous savez, dans le cinéma, il y a eu à un moment donné une mode de colorisation des vieux films en noir et blanc. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, La Vache et le Prisonnier avec Fernandel, qui tout à coup est apparu en couleur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux célèbres BD qui ont elles aussi été colorisées, et notamment Tintin en Amérique, dont la version couleur bénéficie, comme on le voit derrière Hugues, là, de 3 couvertures différentes, donc une verte, rouge et une jaune. Et l'autre album dont je vous parlerai juste après, c'est La Fièvre d'Urbicande de Françoise Keuten et Benoît Peters. On démarre avec Tintin en Amérique. Tintin en Amérique, alors bien sûr, vous allez me dire, mais Tintin en Amérique, il est déjà en couleur. On a tous lu en couleur. C'est ça la couverture qu'on connaît bien, oui. On connaît tous ce Tintin en Amérique-là, avec ce fier indien sur la couverture. Mais en réalité, cette version-là, elle est parue en 1946 et elle avait été complètement redessinée par Hergé. Vous savez, il a dessiné et redessiné plusieurs de ses albums, alors que la première version de Tintin en Amérique, elle date de 1931 et elle a été publiée en noir et blanc dans le fameux Petit 20e. Alors aujourd'hui, près de 90 ans après la première parution de ces pages, ressort une version colorisée de ces 120 planches originales, comme cela avait déjà été fait pour la première version de Tintin au pays des Soviets et la première version de Tintin au Congo. Et c'est l'occasion de voir des images inédites, j'imagine, qu'on ne connaît pas. Alors oui, non. On redécouvre en fait des cases mythiques de Hergé. Ah, c'est ça. C'est le découpage noir et blanc colorisé, c'est ça? Non, donc c'est vraiment Parce que moi, ce qu'on voit derrière vous, excusez-moi, je vous interromps, mais moi je ne connais pas très bien ça. Pour moi, c'est pas Tintin. Vous voyez, c'est pas l'univers Tintin. Oui, c'est pas celui que je connais. C'est pas encore le Tintin complètement abouti qu'on a connu ça. après. C'est encore le Tintin jeune quelque part, puisqu'on sent que Hergé était encore très jeune lui-même quand il a dessiné cet album. Alors c'est un album à la fois naïf, burlesque, puisqu'il y a énormément de courses-poursuites, de rebondissements improbables, mais on retrouve déjà plein d'images mythiques, notamment celles, vous savez, où on voit Tintin habillé en cow-boy. C'est aussi un album où Hergé dénonce en fait le capitalisme sauvage, l'expansion incroyable de l'économie aux États-Unis, et aussi il dénonce l'expulsion des Indiens de leurs terres. Donc c'est clairement un album qui explore l'Amérique des années 30. Et si le sujet vous intéresse, il y a d'ailleurs un excellent livre qui est paru à peu près au même moment que cet album-ci, qui s'appelle Hergé, Tintin et les Américains, qui retrace un peu la manière dont Hergé a travaillé pour cet album. Et c'est fou parce que moi, de Tintin, les souvenirs que j'en ai, c'est vraiment des cases bien chargées, denses, avec beaucoup de textes. Et voilà, c'était très très condensé. Alors que regardez, ici, c'est complètement épuré, en fait. Oui, c'est ça, c'est avec des grandes cases, avec moins de texte. Mais je préfère, en fait, perso. Je sais pas vous, mais franchement, c'est une belle redécouverte. Merci beaucoup, Mathieu. Une autre colorisation, c'est celui-ci, La Fièvre d'Urbicande. Donc La Fièvre d'Urbicande, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un autre album mythique de la bande dessinée belge, puisque c'est l'un des premiers épisodes de la série Les Cités Obscures. Et cette BD a remporté le prix du meilleur album, donc c'est un peu l'Oscar du meilleur film, pour vous dire, à Angoulême en 1985. Alors qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? C'est l'histoire incroyable d'un mystérieux cube qui est un jour déposé... C'est celui de Viva for Life. Ça n'a rien à voir avec Viva for Life. J'ai mal au ventre, ça On est vraiment en phase avec l'actualité. Mais c'est l'histoire d'un cube qui grandit. J'espère que ça va être le cas pour Viva for Life aussi. Donc, c'est un cube qui est un jour déposé sur le bureau de Eugène Robic, qui est l'architecte de la ville d'Urbicande. Et cette ville, en fait, elle est coupée en deux. C'est un peu une analogie avec Berlin. Et elle est coupée en deux entre une rive sud qui est grandiose et géométrique et une rive nord qui est anarchique. Alors, Robic, il rêve de construire un pont entre ces deux rives, mais on lui refuse ce projet. Mais ce cube qui est déposé sur son bureau, un étrange cube dans une matière presque indestructible, il va grandir. D'abord lentement, puis de plus en plus rapidement, il va devenir énorme, il va envahir toute la ville et il va complètement changer l'architecture et le fonctionnement même de la ville d'Urbicande. C'est le palais de justice de Bruxelles. Avec les échafaudages, c'est ça que vous voulez dire. Vous voyez, en fait, c'est un cube, mais il se multiplie et finalement, ça devient vraiment énorme et ça traverse même les gens, c'est vraiment incroyable. Et la couverture aussi, moi j'adore les colorisations comme ça, c'est juste magnifique. C'est deux très très beaux objets. Regardez comme c'est élégant. Mais alors La Fièvre d'Urbicande, tout comme Tintin en Amérique, était paru d'abord en noir et blanc. Et ici donc, il est entièrement recolorisé par un graphiste qui s'appelle Jacques Durieux. Et c'est vraiment un livre incontournable. Et quel